Bonjour le monde et bienvenue dans le monde de Pandagne. Bienvenue dans ce nouveau Vlogmas. On est une nouvelle semaine du mois de décembre. Aujourd'hui on est le lundi 9 décembre. Je suis encore en pyjama, il est 10h30. J'ai terminé le montage. Donc je suis en train d'exporter la vidéo et je vais la pré-publier, la programmer pour ce soir. Hier soir j'ai bien avancé dans le montage. Mais après j'en avais un peu marre et mon compagnon avait fini de jouer à ces jeux vidéo. Donc on est restés tous les deux pour la fin de soirée et on a regardé une vidéo de Magla qui racontait des histoires d'horreur, donc c'était très bien, c'était très drôle. Il y avait des histoires qui faisaient peur et des histoires bof ou des histoires qui étaient plutôt rigolotes, donc franchement c'est bien amusé. Et puis ce matin j'ai terminé le montage comme je te l'ai dit. J'ai pas fait les voix off parce que je me suis simplifié les choses. En vrai, il n'y avait pas tant besoin que ça de voix off, donc je me suis dit que quelques petites phrases, ça pouvait expliquer ce que j'étais en train de faire, donc c'était pas bien grave et ça me facilite la vie. Ça fait moins d'heures de montage. Là, j'en ai fait pour 1h30 à peu près ce matin. Donc comme ça, j'ai pu terminer le montage pas trop tard. Et cet après-midi, la petite est à la garderie, donc elle y va de 14h à 17h, je vais aller la déposer. Je vais également la chercher parce que mon compagnon rentre plus tard aujourd'hui vu qu'il a un conseil de classe. Et donc moi cet après-midi, je vais en profiter pour étudier. Je vais reprendre plus sérieusement la rédaction de mon mémoire parce que jusque là je travaillais genre sur le brouillon, sur le plan, je faisais des recherches, mais on va dire que concrètement il n'y avait rien qui se faisait. C'est important aussi hein, la préparation et il faut faire des recherches, mais à un moment il faut s'y mettre et rédiger. Là il faut que je rende quelque chose pour la fin d'année. Le rapport d'étape il est mi-janvier, mais avant les vacances de Noël j'aime bien envoyer quelque chose, quelques pages, comme ça ma directrice de mémoire pourra voir l'avancée de mon travail et comme ça pour le rapport d'étape ça tombe pas de nulle part en janvier. Donc je voulais vraiment me mettre à la rédaction, donc je sais pas combien de temps je vais le faire cet après-midi, c'est une reprise. En tout cas la motivation est là, la volonté est là, je veux y arriver, donc on va le faire. Et dans un sens ça tombe bien qu'il y ait les vlogmas, ça me motive aussi, puisque je vais te montrer et t'expliquer un petit peu comment je travaille. Mais là je vais aller me préparer, je vais prépublier la vidéo et je vais m'occuper de la petite. Donc je te dis à tout à l'heure. Bonjour à tous, on se retrouve, on est à table, il y a le sapin de Noël en fond et la bibliothèque, c'est très joli, ça fait une belle ambiance. Je suis à table avec l'ordinateur, je vais t'expliquer un petit peu ma façon de travailler. C'est vrai que je te parle peut-être souvent de mes études, mais j'ai jamais vraiment expliqué ma manière de travailler. Tout d'abord, moi je fais tout par ordinateur. Puisqu'on doit quand même beaucoup écrire, c'est quand même plus facile de corriger les erreurs et rajouter ou enlever des choses quand on est sur format ordinateur. J'ai plusieurs sauvegardes différentes, souvent c'est selon les années. Par exemple en M1 j'avais une certaine sauvegarde de mon mémoire. Moi je garde le même mémoire du M1 au M2, donc la première année du M2 j'avais une deuxième sauvegarde, donc une sauvegarde différente avec tout ce que j'avais changé, mais je n'ai pas perdu ce que j'avais fait en M1 puisque j'ai la trace de la sauvegarde dans un dossier différent. Moi je travaille toujours
sur mon disque dur parce que comme ça je peux l'emmener partout. Et c'est vrai que j'ai besoin de beaucoup de place pour tout ce dont j'ai besoin sur l'ordinateur. Et en brouillon, j'utilise un cahier de brouillon tout simple avec des petits carreaux. Je trouve que c'est le plus pratique parce que comme moi je peux écrire petit, j'ai une écriture assez petite, je peux vraiment écrire beaucoup. Genre par exemple, tu vois, je peux écrire comme ça, comme je peux prendre un peu plus de place par exemple pour écrire comme ça, mais j'ai une écriture assez petite parce que j'aime bien avoir beaucoup d'informations de visu sur la même page et ça me permet de voir plus clair dans ma tête. Moi je travaille avec LibreOffice, mais c'est vrai que Word c'est mieux. J'ai un document maître qui rassemble mes 2 chapitres. Moi mon mémoire se définit en 2 chapitres. Au départ je voulais 3 chapitres mais ça va être un peu compliqué. Donc j'ai 3 pages ouvertes sur mon LibreOffice. J'ai mon document maître qui rassemble mes 2 chapitres en un et où j'ai fait ma table des matières, ma page de garde, les remerciements, l'introduction, la conclusion, tout ce qui est autour du contenu, où j'ai fait les en-têtes, les bas de page, les numérotations de pages comme il fallait, la bibliographie entière du mémoire. Donc j'en suis à 107 pages pour l'instant. Donc tu vois, il y a énormément de choses. Je sais pas si tu vois bien, mais de loin, de toute façon, on comprend ce dont je parle. Et sur mes 2 autres LibreOffice, sur mes 2 autres fenêtres, il y a mon chapitre 1 et mon chapitre 2. Et je fais vraiment le contenu à proprement parler. J'écris toujours mes titres. Moi, j'ai vraiment besoin d'un plan assez carré, assez strict. Et c'est pour ça que dans mon cahier de brouillon, je reprends vraiment mon plan. Donc là c'était mon plan que j'avais encore de l'année dernière, mais je l'ai un petit peu changé. J'ai vraiment un plan très carré. Chapitre 1, première partie, première sous-partie, première sous-sous-partie. Donc il y a chapitre 1, 1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.2, 1.2.1, etc. Donc j'ai souvent 3 sous-parties avec 3 ou 4 sous-parties dans un chapitre. Un chapitre, c'est une partie. Donc j'ai vraiment besoin que ce soit en escalier comme ça, très très carré, parce que sinon je pars vraiment dans tous les sens. Et je sais que chaque sous-partie fait environ une dizaine de pages, ça va être un peu moins, un peu plus, mais ça se contrebalance. Comme ça, chaque chapitre est à peu près équilibré et au niveau de la structure c'est plus maîtrisé. Ça me permet aussi de mieux structurer mes idées puisque je sais que dans chaque sous-partie je vais parler de 3 points différents et les sous-parties du coup ce sont les points dont je veux parler. Je dis c'est une dizaine de pages mais bien souvent je me base sur 9 pages, encore une fois le chiffre 3. J'ai souvent 3 points dont je veux parler que je développe sur 3 pages et c'est toujours 3 points qui sont bien sûr reliés entre eux et qui permettent d'aboutir à une pensée et chaque chapitre est vraiment axé sur un aspect du roman que j'ai envie d'étudier. Ah oui, j'ai oublié de te parler de mon sujet d'étude. C'est un sujet que j'ai choisi, c'est donc de la littérature francophone vietnamienne, donc de la littérature étrangère moderne. J'étudie le premier roman d'Anna Moy qui s'appelle Riz Noir, qui parle de 2 jeunes filles qui sont au lycée, donc vraiment des jeunes filles qui ont vécu pendant la guerre du Vietnam. Pour petit rappel, la guerre du Vietnam c'était contre les Américains et ces jeunes filles-là ont pris part à la résistance de la guerre en faisant passer des photos qui étaient contre la guerre et qui étaient du coup pacifistes. Mais elles se sont fait dénoncer et malheureusement attrapées. Elles ont passé une vingtaine de mois dans le bagne de Pulo Pandor. Donc c'est une île qui est un peu à côté au large du Vietnam. Et le livre raconte du coup cette période de bagne pour l'une des 2 sœurs qui s'appelle Dan. C'est d'ailleurs elle la plus jeune des 2 sœurs, elle a 15 ans à ce moment-là.
Donc on voit à travers son récit une guerre qui est implacable et qui détruit sa mémoire, sa façon de voir la vie, le Vietnam et aussi sa propre personne. Et pendant tout le séjour au bagne, elle se rappelle de sa vie, de ce qu'elle a vécu et de son pays. Donc c'est pour ça que mon chapitre 1 s'intitule Un Vietnam sensoriel et mon chapitre 2 Un morcellement de la mémoire. Dans le premier chapitre, c'est vraiment une mémoire qui est basée sur les sens. C'est pour ça que j'ai appelé Vietnam sensoriel, c'est à partir des sens. Et donc la première sous-partie, eh bien c'est l'odorat, le Vietnam à travers l'odorat. Donc mon titre était Tout le Vietnam se sent dans l'œuvre de Riz Noir, se sent dans le sens sentir, mais aussi dans l'ambiance. Et il y a énormément de réminiscences, de senteurs authentiques. Et en vérité, c'est une des mémoires les plus puissantes du corps, puisque l'odorat, c'est le premier des sens. C'est donc mon sujet d'étude pour ma première sous-partie. La deuxième partie se base sur la vue et sur toutes les couleurs qu'offre le Vietnam, mais j'ai quand même fait un gros point sur les valeurs noir et blanc, parce que le noir et le blanc ne sont pas des couleurs mais des valeurs, puisque le blanc c'est l'addition de toutes les couleurs. C'est pour ça que un prisme sera blanc et quand la lumière le traverse, on aura toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et le noir, c'est littéralement l'absence de couleurs. Donc toutes les couleurs sont absorbées et tout ce qui ressort, c'est le noir. Donc c'est pour ça que ce ne sont pas réellement des couleurs, mais des valeurs. Et j'ai fait vraiment un focus là-dessus parce que il y a dans le récit toute une partie sur la laque noire, puisque c'est une des techniques de tissu qui est assez répandue en Asie, qui est du coup la soie laquée. Et la plus belle soie laquée, c'est la soie noire. Et la mère des deux jeunes filles était couturière, je sais pas si on peut dire ça, ici on dirait couturière, en tout cas créatrice de mode, etc. Et elle faisait elle-même ce laquage de la soie noire, elle a fait richesse avec ça d'ailleurs. Et c'est pour ça que dans les souvenirs de Tan, il y a beaucoup cette soie noire et c'est pour ça que c'était important de le mettre dans mes recherches. Surtout qu'il y a comme, on dirait, un jeu de mots sur les valeurs noir et blanc en colorimétrie et les valeurs qu'apporte la famille, puisque c'est sa mère qui est vraiment à la recherche du noir absolu, du plus beau noir possible pour le laquage de ses soies. Et aussi tout ce qui est héritage maternel, héritage de la famille, donc héritage de la patrie. Tout ça, ça fait partie de ses racines et ça construit son identité à travers des couleurs qui lui reviennent en mémoire, le noir de la laque. Et le blanc, c'est aussi le blanc de la chaux, dans la maison, dans les murs, etc. Donc c'est des images qui reviennent et c'est une mémoire visuelle aussi. Et bien sûr, sans oublier le titre, Riz Noir. De base, le riz noir, c'est quelque chose qui existe. C'est un riz qui est très foncé. Quand on le cuit, il est presque violet foncé, mais il n'est pas vraiment noir. Alors que là, riz noir, on se rend compte que c'est du riz blanc, tout simple, cassé. Du riz cassé, donc c'est déjà une qualité inférieure. Mais en plus, il est noir parce qu'il est recouvert de mouches. Il est sale, il est peu comestible, mais c'est tout ce qu'elles ont à manger dans le bagne. Et c'est la violence à la fois du traitement des femmes, la violence de la guerre, la violence du traitement au bagne, mais également cette ambivalence du riz qui est blanc, qui est corrompu par cette coupe, cette coupole de mouches noires qui viennent apporter maladie, qui viennent apporter le dégoût. Et tout ça fait que symboliquement, ça représente sa condition également. La troisième sous-partie, je l'ai basée sur tout ce qui est dimension sonore parce qu'il y a énormément de choses au niveau des musiques, au niveau des sons, au niveau de la sensorialité en termes d'impact auditif. Je parle pas que de la musique parce qu'il y en a aussi, notamment par exemple un de ses travaux qu'elle avait fait
sur Camille Saint-Saëns qu'elle évoque quand elle était au lycée. Donc c'est quelque chose d'assez symbolique, Camille Saint-Saëns. Déjà c'est un jeu de mots sur les sens. Et surtout, il y a des scènes qui sont très liées à tout ce qui est musique, parce que de base, le Vietnam étant bouddhiste, il y a des prières, il y a des choses genre le culte des ancêtres qui est relié à des prières, des mantras, et ça reste aussi en mémoire. Mais surtout, il y a pas mal de scènes avec une aventure, on va dire romantique, parce que amoureux, je sais pas trop, mais dans le terme romantique, dans le terme de la romance, même si c'est une romance tragique, malheureusement, il y a beaucoup d'épisodes avec de la musique en fond pour exprimer l'amour, le désir, l'acte charnel et les découvertes du corps de la première fois, de la première nuit, des choses assez poétiques en soi grâce à la musique. Donc tu vois, mon premier chapitre, il est vraiment axé sur les sens. Mais à quoi ça correspond ces sens? C'est tout simplement des souvenirs qu'elle a, parce qu'on ne vit pas ces moments-là, c'est pas ce qui nous est raconté. Ce sont des souvenirs qu'elle a de sa vie pendant qu'elle est au bagne. Donc c'est pour ça que j'ai donné comme sous-titre à ce premier chapitre « Analyse des sens et réflexion identitaire du roman de riz noir, Nana Moy ». Parce qu'en fait, au-delà d'analyser les sens qui sont présents dans l'univers de riz noir, dans la tête de Tan, eh bien, il y a toute une construction identitaire autour de ces souvenirs qui sont liés à des sens, parce qu'elle ne peut se raccrocher qu'à ça. Elle n'a rien d'autre que ses sens pour se rappeler de qui elle est, d'où elle vient, de ce qu'elle a fait, de ce qu'elle a vécu, de ce qu'elle veut devenir. Et donc, ce premier chapitre est très axé sur le Vietnam en lui-même, puisqu'elle nous fait, à travers ses souvenirs, à travers ses sens, vivre un Vietnam qui malheureusement n'existe plus, puisque par définition, il est dans les souvenirs. Dans la deuxième partie, que j'ai appelée un morcellement de la mémoire, c'est vraiment plus basé sur la guerre et la mémoire de la guerre. Et ce qu'on peut aussi appeler le devoir de mémoire de guerre. En fait, si tu veux, quand on parle d'un contexte en guerre, il est très important déjà de définir de quelle guerre il s'agit, de ce qui s'est passé dans les tournants de la guerre, mais comme ce n'est pas un manuel d'histoire, c'est un roman qui est tiré de vie réelle, eh bien c'est plus une vision individuelle de la guerre. La mémoire humaine, c'est quelque chose de complexe, mais je fais pas un travail sur la neuropsy, c'est un travail littéraire, donc ça se base sur le roman que j'étudie. En revanche, il faut s'ouvrir un petit peu plus aussi aux autres domaines, donc là par exemple l'histoire, forcément avec la guerre, mais aussi tout ce qui est de la neuropsy, à quoi sert la mémoire, comment est-elle construite, comment est-elle déconstruite. Et c'est pour ça que le premier chapitre où j'ai vraiment basé sur les sens, ça donne un contre-pied à ce deuxième axe d'études sur la mémoire. Il y a aussi beaucoup de psychologie, sachant qu'un personnage se construit aussi psychologiquement. Il y a déjà une base humaine, une base vécue, mais là, pourquoi c'est un roman et pas une biographie? C'est parce qu'il y a des choses dans le morcellement de la mémoire qui met en avant certaines choses et en retrait d'autres choses. Et les choses qui sont en retrait, c'est ces points-là qui sont importants à étudier. Je ne vais pas autant développer le chapitre 2 que dans le chapitre 1 parce que je vois que ça fait déjà 20 minutes que je parle, mais je suis tellement passionnée par mon sujet. Brièvement, au-delà du devoir de mémoire, je veux surtout parler des points importants de l'histoire avec un grand H de cette guerre, mais vécu et vu par les yeux des personnages qui sont racontés à travers des souvenirs. N'oubliez pas que nous sommes actuellement dans le temps présent du roman au bagne avec Tan et sa sœur. Donc tout ce qui nous est raconté, ce sont déjà des souvenirs, mais des souvenirs qui sont vécus à travers les yeux d'une seule personne. Donc c'est pour ça que le tournant de la guerre peut parfois être relié à un tournant de la vie des jeunes filles. Donc un exemple très précis, l'offensive du Tet de l'année 1968 a été un tournant dans la guerre du Vietnam, autant en termes de boucherie humaine que de tactique de guerre assez brutale. En même temps de cela, il nous est aussi raconté l'exécution d'opposants au régime qui sont forcément des personnages plus ou moins proches
du personnage principal, notamment de son petit ami avec lequel elle a connu ses premières fois, etc. Donc il y a de l'intime qui est lié à ça, mais en même temps, dans le contexte du devoir de mémoire, ça permet aussi de montrer l'impact de ce que c'est la guerre dans la vie de réelles personnes, si je puis dire, même si ce sont des personnages. On va dire l'impact de la guerre dans la réalité, même si là c'est une œuvre de fiction, une œuvre romanesque, ça n'empêche que dénoncer les travers de la guerre à travers des personnages, ça permet une certaine distance pour montrer plus de choses encore. Je sais pas si c'est clair. Et enfin, la mémoire du corps, parce qu'il y a la mémoire des sens, la mémoire de guerre, mais il y a aussi la mémoire du corps. Le bagne, n'oublions pas que c'est de la torture, c'est de l'enfermement, et le bagne à l'époque de la guerre, c'était très difficile. Encore plus, on va dire, pour les femmes. Enfin, je sais pas si on peut mettre une hiérarchie, mais en tout cas, les femmes ont beaucoup souffert de la guerre également. Et il y a des marques sur le corps qui rappellent une mémoire plus primaire, plus instinctive et qui finit d'achever la déconstruction du personnage. La déconstruction, j'entends là sa destruction, la destruction de son psychisme, de sa stabilité. Elle devient pas folle, mais elle se demande si elle va pouvoir encore vivre à la fin du roman. Elle se demande si elle reverra sa sœur. Elle sait pas si un jour elle pourra à nouveau être amoureuse, si un jour elle pourra à nouveau accepter un homme dans sa vie, au vu des tortures que les gardes lui ont faites, des choses assez profondes, et c'est pour ça que ça m'amène à une question identitaire. Je partais d'une mémoire basée sur les sens, je suis passée par une mémoire de la guerre, importante également, et enfin une mémoire du corps qui met à mal le psychisme des personnages et qui amène sur une quête identitaire. Donc mémoire et question identitaire sont liées, et c'est la fin de mon sujet d'étude. C'est pour ça que j'ai intitulé mon travail « Le vacillement de la mémoire » dans le roman d'Anna Moy. Voilà, ça fait une demi-heure que je parle de mon sujet. Franchement, je suis vraiment passionnée par ce que je fais parce que c'est un sujet que j'ai choisi. J'ai essayé de l'expliquer le plus simplement possible, mais je suis tellement prise dedans que j'ai envie de tout expliquer et tout. Je suis vraiment animée par ce que j'ai fait. C'est pour ça que j'aime ce que j'étudie, j'aime ce que je fais dans mes études. Mais ce qui m'angoisse énormément, c'est d'écrire. Déjà parce qu'il y a l'appréhension de est-ce que ce que je vais écrire c'est bien? Est-ce que ce que j'ai écrit c'est bien? Je sais plus écrire, je sais plus rédiger, je sais pas ce que je dois remettre alors que tout mon plan est fait. Alors bien sûr, je dois détailler ce plan parce que je sais que dans la sous-partie, de la sous-partie, de la partie, du chapitre, je sais ce que je vais écrire. Je vois mes 3 points dont je veux parler, mais il faut que j'ai des citations, il faut que j'ai des supports universitaires, des supports scientifiques, qui va faire que mon mémoire ne soit pas juste une rédaction, mais un sujet de mémoire. Le mémoire, c'est de base un travail de recherche, donc il faut quelque chose d'un peu scientifique quand même, basé sur des sources, basé sur des travaux littéraires, des travaux par exemple là de psychologie, de la question de l'identité, etc. Et de ça, je mène une réflexion avec le roman Riz Noir d'Anna Moy. Donc, c'est pas si simple que ça, c'est assez complexe parce qu'il faut que j'arrive à expliquer en mots ce que je veux amener comme réflexion, mais en même temps appuyer mes propos avec des choses, des sources fiables, scientifiques, et cadrer un petit peu cette réflexion. Donc c'est pour ça que c'est pas forcément facile, même si j'ai mon plan, j'ai ma problématique, j'ai ma pensée, mon fil conducteur, ça n'empêche qu'il y a des choses qui sont à revoir, à rajouter, et surtout solidifier tout ça avec des sources. Et donc c'est pour ça que je trouvais que il y avait parfois des moments d'angoisse assez fortes liés à la rédaction. Parce que je vois tout ce qu'il y a à faire et j'ai l'impression que c'est une montagne. Ça m'angoisse énormément. Et en même temps, le fait de rédiger à proprement parler, c'est très difficile parce que j'écris une phrase, j'en enlève 5.
Donc j'avance pas, je me vois pas avancer et c'est déprimant. Donc là je voulais vraiment reprendre sérieusement la rédaction parce que c'est bien de travailler sur le brouillon, sur le plan, mais le mémoire il avance pas. Même si je remplis mon cahier de brouillon, ça n'avance pas dans le sujet final. Et à la fin il faut bien que je rende un produit fini, en tout cas plus ou moins fini, en tout cas en l'instant T terminé, pour pouvoir passer la soutenance et rendre quelque chose de viable. Donc c'est pour ça que c'est pas toujours facile, mais j'espère que je t'ai pas trop ennuyée avec mes histoires. Là j'ai vraiment essayé de rédiger, vraiment j'espère que je t'ai pas trop saoulée avec mes histoires, avec mes recherches. J'ai voulu expliquer un petit peu ce que je fais dans mon mémoire, mais je sais pas si ça t'intéresse. Moi en tout cas ça m'intéresse tellement que j'ai envie de te le partager. Et c'est un travail que je fais depuis un moment déjà, puisque j'ai dû être interrompue déjà à cause des difficultés de santé que j'ai rencontrées, de la grossesse, puis de l'accouchement. Là, je m'en remets à peine. Enfin, j'ai travaillé sur le brouillon, sur le plan, j'ai remanié des choses, mais la rédaction, c'est encore une étape à franchir. J'espère que tout ça va se concrétiser, j'espère que cette année je vais terminer ce mémoire, puisque de toute façon t'as vu, j'ai déjà tout, il faut juste rédiger, je mets en gros guillemets parce que juste rédiger c'est le travail de cette année. Voilà, ça fait une grosse demi-heure que je parle, je suis désolée si ça t'a saoulé, je suis désolée si c'est pas intéressant, mais je voulais te partager ça aujourd'hui, ma façon de travailler, ce que je fais comme recherche, comme travail en ce moment. Et j'espère que ça t'a un petit peu éclairé sur mes études, sur ce que je fais concrètement. D'ailleurs, si tu l'avais pas reconnu, je suis Églantine dans le système. Et je sais pas si tu as pu voir la différence, mais depuis une demi-heure que je parle, je pense que tu as vu la différence avec Lilith. Et je pense que ce soir, ce sera Lilith. Donc moi, je te dis au revoir, à bientôt peut-être. Et j'espère que ça t'aura plu de partager un petit moment avec moi. Je fais pas souvent des vidéos, mais là, je voulais te parler de ce que je fais en études. J'espère que ça t'aura un peu diverti, que ça t'aura plu. Mais j'espère qu'on se reverra bientôt. Allez. On se retrouve assez tard. Je suis fatiguée. Franchement, il est pas si tard que ça, en vrai. Mais je t'ai pas revlogué depuis. Il est 22h à peu près. J'en ai ma claque du montage. Glantine était là toute l'après-midi, comme tu l'as vu. Et elle a beaucoup parlé parce que de toute façon le mémoire c'est un peu sa passion aussi, les études et tout ça, elle adore ce qu'elle fait. Oh, je suis désolée, je suis fatiguée. Et quand il y a un long switch comme ça, un long changement d'alter comme ça, je suis toujours très fatiguée. Donc là, je ne peux plus. Donc je pense que je vais arrêter le montage et on va se regarder des petites vidéos tous les deux. Là mon compagnon il va finir sa petite game et on va regarder des vidéos ensemble. Et je pense qu'on va se coucher assez tôt parce que moi je suis crevée. La petite elle est couchée, elle est au dodo. Mais on va pas se coucher tout de suite parce que je crois qu'elle a des petits micro-réveils et je veux pas qu'elle se réveille quand on ira se coucher. Donc voilà, c'était une journée assez productive hein, puisqu'Églantine est venue et qu'on a bossé. Mais moi je me sens fatiguée, là je crois que je pourrais plus rien faire. Donc voilà. C'est dans cette position très avachie que je conclus ce vlog ici. J'espère que ça t'aura plu, ça t'aura éclairé sur notre parcours universitaire. Enfin parcours, non, pas vraiment. Ça t'aura éclairé sur notre travail universitaire. Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker et commenter. N'hésite pas non plus à t'abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Et on se retrouve demain 17h pour un nouveau vlogmas. Ciao! Je suis désolée de faire cette conclusion allongée comme ça, mais j'en veux vraiment plus. Allez, à demain.